Bonjour à tous, édition spéciale sur les chaînes parlementaires. Nous allons bien sûr suivre en direct l'annonce du premier gouvernement de Manuel Valls, une édition spéciale que j'ai le plaisir de vous présenter avec Jean-Pierre Grassien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors une annonce, Jean-Pierre, qui interviendra à 11h15, très précise, une annonce qui sera faite par Pierre-René Lemay, le secrétaire général de l'Élysée, qui se présentera sur le perron de l'Élysée pour faire cette annonce. Vous pourrez suivre bien sûr tout cela en direct sur les chaînes parlementaires. Et pour décrypter cette annonce, décrypter le contenu de cette nouvelle équipe gouvernementale, Judith Weintraub, éditorialiste au Figaro. Bonjour Judith. Bonjour Jean-Pierre. Pour LCPN, Gérard Leclerc. Michael Zamès pour Public Sénat, éditorialiste chez nos confrères Public Sénat. Bonjour Michael. Michel Cottard, éditorialiste, journaliste. Merci à vous quatre d'être avec nous pour cette annonce de cette équipe Valls, tant attendue depuis maintenant un peu plus de 24 heures, presque 48 heures. Avec nous également en direct depuis l'Assemblée nationale, Thomas Soulier, et puis du côté du Sénat, Perrine Tarnaud, du côté de la fameuse salle des conférences, du côté du Palais du Luxembourg. Thomas Soulier et Perrine Tarnaud nous donneront notamment les premières réactions juste après l'annonce attendue, vous l'avez dit Oriane, à 11h15 de cette équipe gouvernement de combat, a souhaité le chef de l'État François Hollande. À quoi allez-vous jauger, Michel Cottard, qu'on aura bien à faire un gouvernement de combat? D'abord un gouvernement resserré, sûrement, de faire réduit. Si on nous annonce aujourd'hui 40 personnes, on aura l'impression que ça n'est pas un gouvernement de combat. Peut-être un gouvernement rajeuni, avec quelques personnalités venant... peut-être pas de la société civile, mais plus jeune de la société politique. Et puis, une cohérence autour de Manuel Valls. Et c'est ça qui est effectivement le plus difficile, puisqu'on voit bien que à gauche du Parti socialiste, on s'agite et qu'il faudra bien tenir compte des équilibres internes au Parti socialiste. Et les Verts même seront si on ne fait pas toutes les tendances. Et les Verts ne seront pas là. Mais ça reste une certitude au moment où nous parlons. Judith Weintraub, un gouvernement de combat, ça pourrait ressembler à quoi selon vous? Ce qui définit une équipe de combat, que ce soit un gouvernement ou un bataillon, c'est qu'ils aient le même objectif et la même stratégie. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'absence des Verts est plutôt un bon signe pour Manuel Valls, puisque... Ne pleurons pas. Pour une fois, un parti politique a décidé d'agir en fonction de la cohérence idéologique. Le bureau exécutif des Verts a décidé hier que la stratégie de Manuel Valls n'était pas compatible avec sa ligne. Il en tire la conclusion qu'il n'y aura pas de ministre vert au gouvernement. Ça va plutôt dans le bon sens pour Manuel Valls, je trouve. Est-ce que, Michael, c'est pas quand même dangereux que les Verts ne soient pas à l'intérieur de ce gouvernement? Pour Manuel Valls, il vaut mieux des Verts au gouvernement où ils sont tenus un devoir de loyauté plutôt que des Verts électrons libres. Là, ils seront électrons libres, ça c'est sûr. Maintenant, ils ne seront pas dans le gouvernement. On nous avait dit peut-être qu'un ministre vert serait présent, mais... visiblement, depuis hier soir, c'est fini, on n'en parle même plus. Électron libre, est-ce que le mot n'est pas tout de même un peu fort? On est dans le cadre d'un soutien au gouvernement sans participation au gouvernement. Si on a bien compris la ligne Mais la ligne qu'on du va parti, c'est de savoir s'ils votent la confiance ou non. Ouais. C'est la seule ligne dont on pourra juger si les Verts sont dedans ou s'ils sont dehors. Jean-Vincent Placette disait ce matin sur une télé, il n'est pas sûr qu'on vote la confiance. À partir de là, est-ce qu'ils seront loyaux vis-à-vis de Manuel Valls? C'est pas tout le problème. Et je pense que là, aujourd'hui, les Verts sont coupé en deux. Il y a la base qui est pour la sortie du gouvernement et contre ce gouvernement. Et puis il y a les parlementaires. Les parlementaires, eux, ils étaient pour. Et donc du coup, on sent que les Verts sont divisés. Et c'est donc divisé pour mieux régner. C'est là aussi que Valls a réussi quelque chose de très important. Et pour ce qui est de la confiance au gouvernement, on sera fixé assez vite, puisque c'est mardi prochain, on l'a appris ce matin de la bouche même de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, que le nouveau Premier ministre prononcera son discours de politique générale au Palais Bourbon. Gérard Leclerc. Ce sera le moment de vérité, parce que c'est sur le vote de confiance que l'on définit quelle est la majorité et quelle est l'opposition. Et donc, ça peut être assez compliqué chez les Verts, parce qu'ils sont effectivement pas du tout tous sur la même ligne. Il y en a qui ont dit très clairement, à commencer par François-Michel Lambert, un député vert de Marseille, si je ne me trompe pas, clairement que lui, il était totalement opposé à la décision qui avait été prise par le bureau exécutif et qu'il a même dit qu'il faut combattre la décision prise par les Verts. Donc ça ne va pas forcément être simple chez eux. Autrement, sur le gouvernement, sur la question que vous disiez tout à l'heure, à mon avis, il y a deux signes qui seront importants. D'une part, c'est les poids lourds qui seront dans ce gouvernement, parce que ça c'est important. Il va y avoir des ministères très forts, donc qui va occuper ces ministères. Et la deuxième, c'est, comme ça a été dit, la cohérence et la cohésion d'équipe. C'est ça qui est vraiment important. Le grand reproche que l'on a pu faire à Jean-Marc Ayrault, en dehors
du fait que les résultats n'étaient pas là, c'était bien évidemment les couacs, le manque de cohérence de son gouvernement et le manque d'autorité du Premier ministre. Qui dit gouvernement resserré dit aussi des pôles, évidemment. Ils veulent faire des ministères par ministère. Il n'y aura plus ces ministères éclatés, moins de ministres délégués. Voilà, ce sera en 2 temps aussi. Là, aujourd'hui, les ministres et après les ministres délégués. Exactement, hein, Jean-Pierre, on voit cette image du perron. Tout est prêt, le micro est installé. Annonce qui devrait intervenir dans 3 minutes. Maintenant, ce qu'il faut peut-être préciser, Mickaël, c'est une annonce qui se fera en 2 temps. À 11h15, on aura les ministres et la semaine prochaine, les ministres délégués, c'est ça? Les ministres délégués, les secrétaires d'État, on ne sait pas trop encore. Hein, jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas de secrétaire d'État, mais des ministres délégués. Il y avait 18 ministres pleins. Donc, c'était pas énorme non plus, 18 ministres. Mais après, il va falloir aussi des équilibres politiques. On annonce entre 15 On annonce et 18. une quinzaine de ministres. Donc, ça veut dire peut-être entre 12 et 15 ministères. Il y a aussi la parité qui est très importante. Il va falloir essayer de trouver les femmes ou faire un petit peu moins d'hommes. Mais ça ne sera pas simple. Et on nous dit là aujourd'hui quelques annonces, en tout cas, qu'on pourrait donner. C'est les supputations sur des ministères. Et notamment ce fameux ministère de l'écologie, de la transition énergétique, des transports, du logement, qui serait le très très grand ministère et dont aurait la charge Ségolène Royal. C'est peut-être aussi... ministère qu'aurait refusé les Verts. Voilà, et qui sera ministre d'État? Il va falloir voir ça. Alors, aussi. Michel Cotta, sur ce qui vient d'être dit, on peut rebondir. C'est un peu peut-être contradictoire avec cet esprit de combat que souhaite mettre en place Manuel Valls. On va avoir finalement une annonce en 2 temps. Les ministres, les grands ministères, et puis les secrétaires d'État la semaine prochaine. Est-ce qu'au final, on ne va pas avoir un gouvernement d'une trentaine de personnalités, voire un peu plus Oui, d'une trentaine de personnalités peut-être, mais ce qui est quand même important, c'est l'annonce d'aujourd'hui. Ça s'est toujours fait, enfin ça s'est plusieurs fois fait, la nomination en 2 coups. Mais l'important, c'est nettement aujourd'hui, alors qu'après, dans un second temps, il compense un peu ou l'absence de femmes, ou la parité, ou l'absence de courant, peut-être. Mais non, je crois qu'il faut vraiment s'accrocher. On n'arrive pas en France à avoir 20 ministres ça vous paraît tout à fait logique, cette idée d'avoir une trentaine de personnalités, voire plus dans un gouvernement au final? L'Allemagne, il n'y a pas beaucoup de grands ministères, mais il y a beaucoup de secrétaires. Et puis surtout, il y a beaucoup de secrétaires d'État. Et donc, ce qui sera important à surveiller, c'est si les prochains qui seront nommés, ce qui ne seront pas nommés aujourd'hui, si c'est des ministres délégués ou des secrétaires d'État. C'est pas pareil. Le secrétaire d'État est véritablement sous la coupe du ministre, et il n'est là que pour traiter certains dossiers. Ministre délégué, voilà, ministre délégué, c'est plus compliqué parce que souvent ils ont tendance à vouloir prendre leur autonomie et à dire et à contredire le ministre. C'était tout le problème de ce gouvernement. Je vais rajouter un dernier élément. Ce qui caractérise un gouvernement, une équipe de combat, c'est l'accord à la tête entre les chefs. Or, il semblerait que depuis hier, ce qui coince en particulier, ce sont les bisbilles entre François Hollande et Manuel Valls pour placer chacun des fidèles à des postes stratégiques. Alors, il ne faudrait pas que dans le gouvernement qu'on va découvrir dans quelques minutes, il y en ait un qui soit évidemment le gagnant et l'autre le perdant, parce que là, ça serait un très mauvais signal et l'attelage serait branlant dès le départ. S'il est branlant dès le départ, il va effectivement. C'est pour ça aussi que le choix entre 2 personnes peut aussi arriver sur une 3e solution, une 3e homme. Et je pense qu'on va avoir quelques surprises dans ce gouvernement. Alors là, vous parlez peut-être plus précisément, je vous donne la parole tout de suite, Michel, au cas du ministère de l'Intérieur. Absolument, parce que là, en ce moment, il y avait une guerre qui opposait un proche de François Hollande, François Rebsamen, à Jean-Jacques Urvoas, qui est plutôt proche de Manuel Valls. Alors pourquoi ne pas imaginer une 3e solution? Et ce sera l'une des hypothèses qu'on met sur la table aujourd'hui. On va attendre évidemment l'annonce, mais pour confirmer. Mais on suppose déjà quelques noms qui circulent, comme celui de Bernard Cazeneuve. On va rester au conditionnel, évidemment, mais ça pourrait être l'une des surprises de ce gouvernement. Donc, le choix entre 2 personnes, on préfère une 3e solution, c'est peut-être moins compliqué. Oui, et puis il faut voir aussi, effectivement, si les périmètres ministériels seront redéfinis, parce que tout le temps, et depuis très longtemps, on nous dit quand on fait un gouvernement resserré, il faut quelques grands pôles. Alors on dit voilà, par exemple, les finances, ce sera le MITI, et puis tout le temps, ça se heurte aux réalités. Et puis la deuxième chose, c'est que les réalités, c'est aussi que les ministres qui sortent, généralement, sont pas très contents de sortir, et que ça ajoute un fort climat de mécontentement de la part des gens qui partent. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et plus il y en a qui sortent, et plus il y en a qui râlent. Alors toujours en direct cette image, Oriane. On le voit. Il est 11h16, un tout petit peu de retard, donc, puisqu'on nous annonçait ce gouvernement 11h15 précise. Selon l'Élysée, une annonce qui ne devrait donc plus tarder. Alors Mickaël, vous avez cité le nom de Bernard Cazeneuve. Il y a aussi d'autres noms qui circulent. On parle notamment de Benoît Hamon à l'Éducation nationale.
Est-ce que ces informations sont confirmées, Michael? Oui, qui aurait une place très très importante dans le gouvernement. On parle peut-être même de numéro 2 du gouvernement, ministre d'État. Ça donne aussi des gages à la gauche, aux équilibres politiques dont on parle depuis tout à l'heure. Et il faut faire aussi un petit peu contenter un peu cette aile gauche qui râle depuis 2-3 jours, depuis en tout cas les résultats des élections municipales. Donc là, c'est peut-être un gage donné à cette frange du parti, en tout cas pour Benoît Hamon. Il y en aura d'autres. On attend aussi de savoir quelle sera la position d'Arnaud sur ces Montebourg. images. Michael Zamès, pardonnez-moi, je vous coupe. François Hollande, qui donc devait partir à Bruxelles à 10h30, qui est donc parti un tout petit peu plus tard. Voilà, François Hollande, qui doit qui parler aux quelques membres de la presse, bien sûr, du côté de la salle de la cour de l'Élysée. Oui, l'annonce ne pouvait pas se faire non plus quand François Hollande est à l'extérieur de la France. C'est quelque chose qu'on devait préciser. Là, il est en route, donc on va peut-être pouvoir avoir cette annonce. Il restera sur le territoire français jusqu'à l'annonce. Voilà, il va à Bruxelles pour parler, rappelons-le, de la Centrafrique, essentiellement. Gérard Leclerc, encore peut-être des dernières informations dont vous disposez sur cet équilibre, ces grands ministères, c'est vrai, souvent annoncés, ces grands pôles ministériels, mais qu'on n'a pas si souvent, Merci dans de la me poser la réalité des question à choses. moi, parce que je risque d'être démenti dans 2 minutes. Donc il faut être extrêmement prudent. Non, mais bon, il y a des ministères qui semble-t-il qui ne devraient pas bouger, comme Laurent Fabius qui restera aux Affaires étrangères, comme semble-t-il Le Drian qui resterait finalement à la Défense, alors qu'à un moment on avait pensé à lui, notamment pour l'intérieur. Arnaud Montebourg devrait récupérer un grand ministère, entreprise, industrie, commerce, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'agriculture, à première vue, Le Foll le garderait, mais prendrait le porte-parole en plus, absolument. Écoutez, le reste, c'est plus incertain. Sur cette idée de grand pôle ministériel évoquée par Michel Cotta à l'instant, vous pensez que c'est possible? On va réellement assister à la constitution de pôles réellement ministériels, notamment à Bercy. Est-ce que c'est possible selon vous? Je pense que c'est ce qui est en préparation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce serait vraisemblablement tenu par des gens, Benoît Hamon d'une part, Arnaud Montebourg d'autre part, qui avec Manuel Valls ont noué un accord politique. On aura une espèce de triangle de Weimar au gouvernement qui contrôlera les choses, évitera les débordements. Et je trouve que c'est un très bon signe, encore une fois, pour la cohérence de l'équipe. On ne part pas comme ça, juste en faisant des dosages en fonction des sensibilités. Il y a un accord politique et ça doit être sans doute aussi un élément d'inquiétude supplémentaire pour François Hollande, qui se retrouve face à un front assez organisé, finalement. Alors, peut-être d'où aussi la réunion hier soir de ce qu'on appelle les Hollandais, autrement dit les très proches du chef de l'État, les proches de la première heure. François Rebsamen, Bruno Le Roux, qui sont l'un président du groupe au Sénat, l'autre à l'Assemblée. Ils s'étaient déjà beaucoup réunis lors de la formation du premier gouvernement en disant... quand même, il faut... Et nous. Alors, c'était... vous savez que jusqu'au dernier moment, on avait le gouvernement exclué Stéphane Le Foll, qui avait été réintégré justement parce que c'était un Hollandais. Bon, les mêmes choses se produisent tout le temps. Vous vous rappelez de Patrick Devedjian disant à propos des sarkozystes, il faudrait poursuivre l'ouverture jusqu'aux sarkozystes, c'est ce qu'il disait. Donc, effectivement, les amis du président, ou là, en l'occurrence du président, sont jamais les mieux servis. Et effectivement, ils trouvent ça assez... Et ça, c'est une règle qui pourrait se vérifier d'ici quelques minutes, selon vous. C'est une règle qui peut se vérifier, mais sans pourtant, je pense qu'on puisse en tirer la conclusion que Manuel Valls et François Hollande sont déjà en désaccord. On va voir effectivement pour Rebsamen... Ils sont dans le rapport de force, en tout cas. Ils sont dans le rapport de force, mais... Ce qui n'était pas le cas avec Jean-Marc Ayrault. C'est la corde qui soutient le pendu. C'est-à-dire que... c'est sûr qu'ils sont sur le même bateau. Donc, ils sont sur le même bateau. Pour prendre une autre image. Mais c'est le premier rapport de force entre François Hollande et Manuel Valls. Il y a eu des allers-retours entre Matignon et l'Élysée. Ils sont en train de se jauger un petit peu pour savoir un petit peu qui sera et jusqu'où Manuel Valls peut aller un petit peu dans la transgression vis-à-vis de François Hollande. Jusqu'où est-ce qu'il peut aller? C'est la vraie question. Et là, il a un pari à faire, Manuel Valls, aujourd'hui. S'il réussit ce pari de ce premier remaniement, il sera le chef de la majorité. C'est très important aussi pour Manuel Valls de réussir ce pari du remaniement. Oui, mais tout ça, enfin,
c'était juste pour souligner qu'on n'était pas dans la configuration Hollande-héros, c'est-à-dire un Premier ministre ultra fidèle, parce que le fait qu'il n'y ait pas de Hollandais ou Hollandistes au gouvernement, c'était un souhait d'Hollande lui-même. C'était pas héros qui les avait écartés. Hein. C'est aussi un peu une règle de la la Ve République. Oui. Le premier Premier ministre est celui vraiment du cœur, celui que choisit le fidèle, que choisit le président. Le deuxième, souvent, il fait en fonction de la situation politique. Et là, c'est effectivement ce qui se passe. Gérard Pierre-René Lemain, le secrétaire général de l'Élysée, vient tout juste de faire son arrivée sur le perron. On y va. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics, Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique, Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la Fonction publique, Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement, Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l'Égalité des territoires, Madame Georges Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Le prochain Conseil des ministres se tiendra vendredi 4 avril à 10 h. Je vous remercie. 16. Voilà, Pierre-René Lemain, le secrétaire général de l'Élysée, qui vient donc d'annoncer le premier gouvernement Valls, un gouvernement qui compte 16 ministres et, si j'ai bien compté, 5 ministres qui gardent strictement leur poste, 2 ministres qui gardent leur poste avec un poste un tout petit peu élargi, Laurent Fabius et Stéphane Le Foll. Judith Ventrop. Oui, pas de ministre d'État. Comme vous le disiez, un nombre important de ministres qui ne bougent pas. Est-ce que c'est le résultat de l'impossibilité de trancher entre plusieurs choix ou de trancher entre François Hollande et Manuel Valls? Ce n'est pas exclu. On note que ce que disait Michael à l'instant se vérifie, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, faute d'avoir tranché entre Urvoas et c'est le troisième homme. Et Rebsamen, c'est un troisième homme. Mais sauf que François Rebsamen a un ministère et pas Jean-Jacques Urvoas. Donc les Hollandais ont été servis quelque part. Se sont bien défendus. Quand même, dans les étonnements, il y a peut-être le fait que Christiane Taubira, que tout le monde disait partante, qui est en situation délicate, et y compris sur le plan... C'est donc elle qui va défendre la fameuse réforme pénale dont on va beaucoup parler dans les jours qui viennent. Christiane Taubira,
toujours garde des Sceaux de ce gouvernement Valls. Oui. Gérard Leclerc, première réaction sur ce gouvernement. Réaction en tout cas, constat, la parité est parfaite, 8 et 8. Il y a quand même pas mal de ministres qui restent en place. Il y a peut-être moins de changements que ce qu'on pouvait penser. Il y a pas mal de stabilité. Effectivement, vous l'avez dit, les Hollandais sont bien servis. Et voilà, effectivement, des ministères il n'y a pas non plus de la grande surprise. Il n'y a pas le ministre qu'on n'attendait pas. Peut-être Sylvia Pinel. Gérard, on attendait plus Jean-Michel Baillet, qui a été mis en examen hier. Qui a été mis en examen hier. Est-ce que c'est ça qui lui a coûté sa place au gouvernement ? Ce qui est important quand même aussi, c'est la présence de Benoît Hamon en ministre numéro 3. Il n'a pas de ministère d'État, mais il est cité en numéro 3. Et celle de Arnaud Montebourg. C'est-à-dire, ensemble, on voit bien que l'aile gauche du Parti socialiste doit se rassurer à la nomination de ces deux personnes-là. Sortie de Pierre Moscovici, quand même, qui est signalé. Quant au maintien de Christiane Taubira, moi, ça ne me surprend pas, dans la mesure où, justement, elle était très attaquée, mais elle est très, très symbolique. Très symbolique de la gauche. Et la sacrifier à l'occasion de ce gouvernement aurait sûrement entraîné, de la part du groupe socialiste et des socialistes, une protestation. Une première réaction, pardonnez-moi Michel, je vous coupe mes priorités au direct. On va aller voir Perrine Tarnaud qui est en salle des conférences. Perrine, vous êtes en compagnie de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. À noter, Perrine, qu'on attendait plusieurs sénateurs dont les noms circulaient. Finalement, seul François Rebsamen a tiré son épingle du jeu. Exactement, seul sénateur qui rentre dans ce gouvernement, c'est François Rebsamen. Jean-Pierre Raffarin, bonjour, merci d'être avec nous en direct. Votre première réaction à l'annonce de ce nouveau gouvernement ? Eh bien écoutez, c'est un gouvernement qui est au fond aujourd'hui assez immobile, il n'y a que 2 entrées. L'information de ce gouvernement, c'est d'une part la nomination de M. Valls et d'autre part le départ des écologistes. Là, il n'y a vraiment pas de changement. On fait un peu de chaise musicale et au fond, c'est un gouvernement, je dirais, qui est très dans la continuité, ce qui n'est pas un bon signe pour l'action gouvernementale. Avec une entrée quand même remarquée, c'est celle de Ségolène Royal, numéro 2 de ce gouvernement. Vous la connaissez bien, vous, Ségolène Royal ? Absolument, et je forme des vœux de succès pour l'ancienne présidente de Poitou-Charentes et aussi des vœux pour le sénateur François Rebsamen. On aurait préféré qu'il soit en charge de la décentralisation, sujet sur lequel il avait quelques idées que le Sénat lui avait inspirées, donc on verra ce qu'il fait au travail. Mais ce qui est assez décevant dans ce gouvernement, c'est qu'on retrouve à des fonctions clés des gens qui ont échoué et donc qui ne sont pas en situation d'apporter le renouveau nécessaire. Je pense que vraiment, il faut que le gouvernement comprenne que le message des Français ne sera pas aujourd'hui masqué, escamoté par une opération de cosmétique politique. Il faut vraiment une action en profondeur sur l'emploi. Juste quand même sur 2 ministères clés que sont le travail avec François Rebsamen et sur les finances avec maintenant Michel Sapin. Là, les ministres changent pour un nouvel élan peut-être dans ces domaines ? Écoutez, Michel Sapin n'a pas été très convaincant au ministère du Travail quand on voit les chiffres du chômage. Alors penser que c'est lui qui va gérer les finances du pays, c'est pas forcément quelque chose qui est l'expression d'un changement. François Rebsamen, on verra. En tout cas, c'est quelqu'un de pragmatique qui a un enracinement et c'est déjà une bonne chose. Donc la qualité des personnes n'est pas en question. Ce qui est en question, c'est la dynamique de ce gouvernement et je pense que le degré de changement est insuffisant. Et je pense que le message des Français exigeait un gouvernement davantage remanié. Très bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin d'être venu en direct sur notre antenne pour cette première réaction donc, au gouvernement annoncé à l'instant. Merci beaucoup Perrine pour cette première réaction de la part de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Ségolène Royal, on va en parler dans un instant. Peut-être un petit retour en arrière, portrait de Ségolène Royal, c'est un retour sur l'avant-scène. Regardez. Ségolène Royal au ministère de l'écologie. Avril 2007, c'est elle qui incarne l'espoir des socialistes. Première femme française à accéder au second tour d'une élection présidentielle. Sa forte personnalité marquera la campagne. Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Et il y a des colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République. Elle perd l'élection avec 47% des voix. C'est le début d'une série noire. 2008, elle est battue de peu par Martine Aubry pour le poste de première secrétaire du PS.
Elle repart à l'attaque pour la présidentielle de 2012, mais échoue dès le premier tour des primaires avec 7% des suffrages. Parce que c'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu. On la soutiendra toujours. Merci Ségolène. L'échec le plus cruel, c'est peut-être sa défaite aux élections législatives en juin 2012. J'ai mené une campagne difficile. Elle, à qui l'on promettait la présidence de l'Assemblée, est sèchement battue par un dissident socialiste, Olivier Falorni, soutenu par le fameux tweet de Valérie Trierweiler. Ségolène Royal se replie alors dans son fief du Poitou-Charentes qu'elle préside depuis 2004. Son lot de consolation, des proches bien servis au gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, Dominique Bertinotti et Guillaume Garot. 8 mois plus tard, elle aura la présidence de la Banque publique d'investissement. Avec son nouveau ministère, Ségolène Royal renoue avec ses ambitions nationales. 3 fois ministre de l'Environnement, de l'Enseignement scolaire puis de la Famille. Aujourd'hui, l'ancienne compagne de François Hollande devra mener le grand projet de la transition énergétique. Elle devient donc l'un des piliers du gouvernement, elle qui, dit-on, est restée une grande complice politique de François Hollande. Voilà, Ségolène Royal, l'un des piliers du gouvernement Valls, elle en sera numéro 3. C'est son grand retour sur la scène politique, Judith. Absolument, c'est son grand retour dans des domaines où elle n'a pas forcément brillé, puisque, comme vous le rappeliez, elle a déjà été en charge de ces questions-là. On l'attendait plutôt à l'éducation, où elle apportait une voix originale et moderne, qui aurait bien correspondu, je trouve, à ce que Valls représentait. Elle a néanmoins montré une fibre très écologique du côté de sa région, Poitou-Charentes. Oui, Michel... mais une grosse réussite économique. C'est une bonne idée de lui avoir donné ce ministère. Maintenant... J'espère que la nomination de Ségolène Royal n'occultera pas le reste pour la presse People, qui ne verra évidemment qu'une deuxième mort de Valérie Trierweiler. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais... Place au direct toujours dans cette émission spéciale. Laurent Baumel, député socialiste, est au micro de Thomas Soulier du côté de l'Assemblée nationale. Oui, bonjour Laurent Baumel. Alors, on l'a vu, vous avez suivi de près ce remaniement. Seuls 2 entrants, c'est pas la grande révolution annoncée, ce remaniement ? Non, c'est vrai que c'est pas, en première analyse, un grand bouleversement. Il y a des choses intéressantes. Le fait, par exemple, que Arnaud Montebourg soit à l'économie, ça lui permettra de peser peut-être sur les questions européennes. Mais pour l'essentiel, il n'y a pas de grand bouleversement. Et si je prends par exemple le cas des finances, Michel Sapin, je crois, remplace Pierre Moscovici. Ça ne traduit pas a priori une volonté de changer de ligne plus que ça, quoi. Donc est-ce qu'on peut dire que l'aile gauche du PS est quelque peu aujourd'hui déçue par ce remaniement ? Ni déçu, ni pas déçu. Nous, ce que l'on cherche à voir, si vous voulez, c'est si dans les jours qui viennent, Manuel Valls va imprimer des inflexions nouvelles à la politique gouvernementale. Le casting gouvernemental est un indice parmi d'autres, c'est pas le seul. C'est un indice important. Oui, bien sûr, il y aura la déclaration de politique générale aussi. Bon, je dirais que la première annonce qui vient d'être faite du gouvernement ne semble pas indiquer une volonté claire, en tout cas, d'aller vers une inflexion importante de la politique. On ne peut pas en dire plus pour le moment. Une dernière question, Benoît Hamon, numéro 3, Arnaud Montebourg, qui, vous l'avez dit, est promu aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un signal pour l'aile gauche du PS ? Peut-être, mais en même temps, Benoît Hamon est sur l'éducation, qui est un sujet bien sûr important, mais on sait aussi que par rapport aux élections que nous venons de vivre, il y a des réponses à apporter sur la question du pouvoir d'achat. Il y a à revoir aussi le pacte de responsabilité, qui est beaucoup trop généreux, qui ne créera pas forcément les emplois qu'on attend et qui va dilapider beaucoup de ressources publiques, alors que nous aurions besoin de garder des marges de manœuvre pour réduire les inégalités et rendre du pouvoir d'achat aux foyers modestes. Et donc, sur ces sujets-là, on ne voit pas pour le moment dans le dispositif gouvernemental ce qui nous permet de dire qu'il va y avoir une inflexion très importante. Alors, il y aura un vote de confiance ici même à l'Assemblée. Est-ce que vous avez pris vos décisions, vous, en tant que député, sur ce vote de confiance ? Non, nous on a dit que la confiance n'est pas mécanique, elle n'est pas acquise, elle nécessite une discussion autour d'un contrat majoritaire entre le gouvernement et sa majorité. Moi, je reste pour le moment sur cette approche-là des choses. Et on attend les actes. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ici. Salle des 4 colonnes à l'Assemblée.
plus tard peut-être, Thomas Soulier. Merci pour cette réaction, Gérard Leclerc. Laurent Baumel, assez critique, néanmoins. Michaud, on comprend parce qu'il est lucide. Effectivement, il peut se féliciter de son point de vue, qui est Benoît Hamon ou qui est Arnaud Montebourg, qui est des ministères importants. Mais en revanche, il y a d'autres ministères où clairement, ce sont des proches de François Hollande qui sont dans la ligne du pacte de responsabilité, et notamment Michel Sapin aux finances. D'ailleurs, ça risque que Michel Sapin est aux finances et Arnaud Montebourg à l'économie, c'est pas forcément évident que ça se passe bien. Ils sont pas tous les deux exactement sur la même ligne. Ça prouve peut-être encore une fois qu'il va falloir négocier, et que Manuel Valls d'un côté, François Hollande de l'autre, on le voit bien avec Michel Sapin aux finances. François Hollande a été prudent, il a gardé des Hollandais au poste clé de ce gouvernement pour pas laisser de clair Manuel Valls. Je pense qu'on a l'exemple exactement là, très très clair, de ce qu'est François Hollande et de fait de trancher ou pas. C'est-à-dire que je garde quand même une pierre avec Michel Sapin, et puis je mets Arnaud Montebourg pour donner des gages à la gauche de la gauche. On est sur deux pieds. Oui. Michel Sapin, dont on rappelle qu'il a déjà été ministre des Finances, c'était au début des années 90. Enfin, tout était quand même dans la lettre, de Cachet, si je ne veux pas cacher, la lettre de François Hollande, qui disait, qui a dit la continuité. On a bien vu que c'est la continuité. La même chose en plus fort, plus vite. Le chef à Bercy, on l'a entendu depuis des mois, qui est le chef à Bercy. On voit très bien qu'il ne renonce pas, il ne renonce pas à sa politique, il ne renonce pas à sa politique de pacte de responsabilité, et par conséquent, il s'entoure de gens qui sont à la fois symboliques de ça, tout en essayant de garder sa gauche. Je vois mal ce qu'on peut faire d'autre si on continue la même politique. Et qui, d'un certain point de vue, seront aussi des soutiens de Manuel Valls par rapport à la gauche de la gauche, quand même. Michel Sapin est plus proche en termes de politique de ce que veut Manuel Valls par rapport à. Et Montebourg est très proche, très amicalement proche de Manuel Valls. Et le porte-parole a été confié à Hollandais pur jus. Là, c'est un très très proche. On est vraiment dans le premier cercle autour de François Hollande. Il s'agit bien sûr de Stéphane Le Foll qui garde son portefeuille de l'agriculture. Là aussi, on peut y voir un signe que les Hollandais qui ont fait pression hier soir ont obtenu ce poste très médiatique. Oui, et puis Hamon et Montebourg, et surtout Montebourg d'ailleurs, sont des patrons politiques. Là, on est vraiment dans un gouvernement ultra politique. On parlait des conflits organisés, ou en tout cas des tensions organisées. Il y en a une majeure, c'est celle entre Manuel Valls et Christiane Taubira. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand ils n'étaient que ministres l'un et l'autre. Là, son maintien, je n'imagine pas un instant que ce soit Manuel Valls qui ait insisté pour qu'elle reste, nous promet de jolies séances en perspective. C'est difficile aussi pour lui d'avoir sa peau, si j'ose dire, publiquement. Donc, dans la mesure où elle est un symbole, si vraiment Manuel Valls avait décidé son départ du gouvernement, je crois que ça lui aurait été retenu contre lui par l'ensemble du Parti socialiste. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit, je veux dire, un oukase de François Hollande d'avoir gardé Taubira. Je pense que c'est aussi un sentiment de prudence. Un sentiment de prudence. Les radicaux sont présents. On a une réaction du côté du Sénat, Oriane. Oui, on va retrouver Perrine Tarnaud en compagnie du vice-président socialiste du Sénat, Didier Guillaume, qui voit donc son patron de groupe entrer au gouvernement, Perrine. Exactement, Oriane. François Rebsamen qui rentre donc au gouvernement. Votre première réaction, Didier Guillaume? Moi, je suis très heureux pour lui. François Rebsamen est un poids lourd de la majorité. C'est quelqu'un de très important. Et c'est bien qu'il rentre dans ce gouvernement. Le président de la République a fixé une feuille de route. Un gouvernement resserré, un gouvernement de combat. Et les ministres qui viennent d'être nommés sont des ministres de combat. Des ministres qui ont une expérience, des ministres solides. Et il faut être solide pour affronter cette période. Alors Jean-Pierre Raffarin, qui était à ce micro il y a quelques minutes, dit « Je vois pas tellement le changement avec le gouvernement précédent, je vois pas où est le gouvernement de combat ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Il a sa position d'opposant. Moi, je pense que c'est un gouvernement de combat. Il est resserré, il va être soudé. C'est pas un gouvernement d'amateurs, c'est un gouvernement de pros. Il faut être pro dans cette période. Parce que le gouvernement précédent n'était pas assez pro? Celui-ci l'est, et il faut absolument continuer dans cette direction. François Hollande avait fixé un gouvernement resserré, il est resserré. Il avait fixé un gouvernement, ce qu'il a appelé de combat. Qu'est-ce que c'est un gouvernement de combat? C'est un gouvernement composé de ministres, femmes et hommes, capables d'affronter la difficulté, capables d'affronter les critiques, mais surtout les difficultés économiques, sociales. C'est très important, la réponse sociale qui devrait être nommée. Et dans ce cadre-là, François Rebsamen, dans son ministère des Affaires, du Travail, de l'Emploi, du Dialogue social, je pense, va très bien faire l'affaire. Et puis voilà, l'entrée de Ségolène Royal, l'entrée de nouveaux ministres, la réorganisation, c'est cela. Vous savez, un nouveau gouvernement. Donc le message des Français a été entendu, selon vous, avec ce nouveau gouvernement?
François Hollande et Manuel Valls, le Premier ministre, ont entendu le message des Français. Vous savez, un gouvernement, c'est pas prendre les plus beaux, les plus jolis ou je ne sais trop. C'est de mettre en place les bonnes personnes au bon poste. Et c'est le cas. Alors on peut toujours dire il a fallu faire ceci, faire cela. C'est plus le sujet. Le gouvernement est en place, il va faire son travail. Je crois qu'il le fera bien. Et vous savez, le premier défi, c'est l'Europe. En plus, ensuite, il faudra répondre à ce qu'ont dit les Français dimanche dernier. Et puis, il faudra aller plus loin dans tout un tas de domaines. Je crois que ça va aller. François Rebsamen laisse une place à la tête du groupe socialiste ici au Sénat. Vous allez le remplacer? Vous êtes intéressé par ce poste? Le groupe en parlera mardi prochain, puis on verra bien, c'est une hypothèse. Très bien, donc élection dès mardi prochain du nouveau président de groupe ou ça va prendre un peu plus de temps? Plutôt le mardi d'après. Mardi prochain, on va faire le point et puis ça se fera sûrement dans une semaine. Très bien, merci beaucoup Didier Guillaume pour cette réaction en direct sur notre antenne. Merci Perrine. Alors Mickaël, Didier Guillaume, donc élection le 15 avril, il est candidat, on l'a clairement compris. C'est une hypothèse plus que crédible qu'il prenne cette présidence de groupe à l'Assemblée, au Sénat. Il vous l'a dit très clairement, il est candidat et il y a de fortes chances aussi pour qu'il puisse avoir cette présidence de groupe. Ça paraît logique, il est vice-président et puis il était éventuellement candidat aussi pour d'autres postes au Sénat. Donc oui, je pense que Didier Guillaume sera en tout cas dans la shortlist pour devenir président du groupe socialiste au Sénat. Marie-Lise Lebranchu, est-ce que c'est un cas qui vous inspire commentaire? Elle reste dans ce grand ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État, et elle aura amené la réforme de la décentralisation. C'est un peu une surprise parce que, disons que son bilan est pas extraordinaire. Et en plus, François Hollande a cité la réforme justement des territoires comme l'une des grandes réformes, des grands chantiers à mener. Donc on pouvait imaginer quelqu'un d'autre, mais j'imagine qu'ils ont de bonnes raisons de la maintenir à ce poste. Elle n'a plus la fonction publique, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aussi, sur lequel on pourrait discuter, parce qu'il y avait des problèmes avec les syndicats, etc. Il y avait aussi de nombreuses mesures dont elle a pris. Et puis elle avait dit quelque chose, Marie-Lise Lebranchu, c'est qu'elle voulait s'arrêter, tout simplement. Oui, en principe, c'est elle qui voulait partir à la fin. Qui va piloter la décentralisation. Voilà. Alors, elle connaît. Marie-Lise Lebranchu, c'est la seule proche de Martine Aubry dans ce gouvernement, ce qui a sûrement joué. Encore une fois. De notre côté, la partie la plus importante, c'est effectivement la fonction publique, parce qu'on sait très bien que la réforme de l'État, c'est souvent une tarte à la crème. On en parle beaucoup, mais c'était annoncé. La réforme de l'État a toujours été annoncée sans aller très loin. Donc peut-être qu'on a quand même réduit son ministère de manière efficace, en tout cas pour la fonction publique et pour les syndicats de la fonction publique. Peut-être un petit mot sur Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian qu'on a annoncé Premier ministre au ministère de l'Intérieur, qui finalement garde, lui, son poste, fait partie des 5 ministres qui gardent son poste à la Défense. Lui, c'était son souhait, je crois. Enfin, en tout cas, il l'a dit à François Hollande et à nous, au cas où on n'aurait pas bien entendu. Mais d'ailleurs, c'est assez rare, un cas de... On vient de citer Marie-Lise Lebranchu qui aurait voulu partir. C'est assez rare aussi qu'un ministre ne souhaite pas grimper, prendre davantage de responsabilités, le disent et obtiennent finalement satisfaction. C'est aussi un confort pour François Hollande. Des opérations qui sont engagées quand même au Mali et en Centrafrique. Et donc, c'est pas absurde que les trois qui ont géré, c'est-à-dire François Hollande, Laurent Fabius et Le Drian restent en place, continuent à suivre le dossier. Il y a peu de chances que François Hollande bouge alors. Dernière réaction du côté du Sénat. Voilà, on va faire un petit tour rapide. Salle des conférences où Perrine Tarnaud est en compagnie de Ronan Dantec, un sénateur écologiste, alors que je vous le rappelle, les Verts ont refusé de faire partie du gouvernement Valls. Très court, s'il vous plaît, Perrine. Les Verts ont refusé effectivement Ronan Dantec. Bon, il y a eu des tiraillements à la base. Qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement? Est-ce que vous regrettez que votre parti n'en fasse pas, ne soit pas dedans? Je crois que le parti a pris une position collective. On a beaucoup discuté hier, à la fois sur la proposition de Manuel Valls, mais aussi sur ce qui remontait du terrain. C'est-à-dire que très très majoritairement, les militants écologistes étaient contre l'entrée au gouvernement dans cette situation. Donc il n'y a pas de regret. Je crois qu'on a pris le temps de définir une position collective. Moi, je l'assume, même si effectivement les parlementaires, mais un peu par nature, étaient plus favorables à l'entrée au gouvernement. Donc maintenant, on regarde effectivement avec attention cette composition du gouvernement. Ségolène Royal, vous êtes satisfait? Écoutez, je crois que la position politique qu'on a prise, c'est un peu la position Saint-Thomas, c'est-à-dire que la confiance avec Manuel Valls n'était pas établie, on va juger sur acte. Il y a à la fois effectivement Ségolène Royal qui, dans sa région, a porté un certain nombre de choses, notamment sur le développement du photovoltaïque, et puis il va y avoir l'interministériel. Comment entre Montebourg et Royal, Valls va trancher, notamment sur l'accélération ou pas de la réduction de la part du nucléaire. C'est là-dessus que ça va se jouer. Moi, je crois que ce qu'on doit rappeler surtout, c'est qu'il y aura d'autres gouvernements
gouvernement de François Hollande avant la fin du quinquennat, qui ne gagnera pas la présidentielle sans une dynamique avec les écologistes. Donc ce gouvernement, c'est un peu le gouvernement test où Manuel Valls et François Hollande doivent donner des gages aux écologistes. Très bien, merci beaucoup Ronan Dantec, on a entendu votre message. Merci beaucoup. Thomas Soulier est avec Christian Paul, nous approchons de la fin de cette émission. Très court cette réaction s'il vous plaît Thomas. Oui, il a suivi de très près ce remaniement de son bureau, j'imagine. Un petit mot très rapide, d'être satisfait de ce remaniement et des noms et des postes choisis aujourd'hui? Oui, ce sont des ministres expérimentés, à l'évidence, mais ils vont avoir aussi besoin d'idées nouvelles, d'imagination et de beaucoup d'énergie pour faire face à la situation politique qui est celle du pays aujourd'hui, après ces élections municipales qui ont été une défaite politique pour la gauche, où il faut véritablement de nouvelles orientations. On est dans une nouvelle étape. Les Français ont souhaité qu'on puisse retrouver en quelque sorte l'esprit de 2012, l'esprit du discours du Bourget. Et je pense que c'est la vraie feuille de route, au fond, de ces ministres. C'est bien ça. C'est une nouvelle étape, de nouvelles orientations, réorienter un certain nombre de politiques qui s'étaient, c'est vrai, un peu enlisées au cours des derniers mois. Et donc, c'est ce qu'on attend d'eux. Et la semaine prochaine, encore une nouvelle étape, des secrétaires d'État qui seront nommés. Est-ce que vous attendez du président et du ministre, du Premier ministre, un signal avec ces secrétaires d'État, peut-être plus aile gauche, des femmes, je ne sais pas? De toute façon, le gouvernement doit être paritaire. Il doit être aussi équilibré dans les sensibilités qui sont présentes. Mais c'est d'abord et avant tout absolument nécessaire que dans ce moment-là, on considère qu'on ne peut pas continuer comme avant. Alors il y a eu effectivement assez peu de nouvelles têtes dans ce gouvernement. C'est un appel à l'expérience, pourquoi pas, mais il faut aussi qu'il y ait une ambition réformatrice extrêmement forte parmi les ministres ou les secrétaires d'État qui seraient nommés la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Votre première réaction est ici, salle des 4 colonnes à l'Assemblée après ce remaniement. Merci beaucoup Thomas Soulier. Pour finir cette émission, je vous propose de voir ce qu'a été l'annonce. C'était sur le coup d'11h20 il y a quelques minutes de ce nouveau gouvernement, le gouvernement de Manuel Valls. On écoute. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique. Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales. Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la Fonction publique. Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du gouvernement. Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l'Égalité des territoires. Madame Georges Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Le prochain Conseil des ministres se tiendra vendredi
4 avril à 10h. Voilà pour cette annonce des 16 ministres du gouvernement Valls 1 que vous avez pu suivre en direct sur les chaînes parlementaires. Merci à tous d'avoir commenté cette composition du nouveau gouvernement. Merci à Perrine Tarnaud et Thomas Soulier qui ont recueilli les premières réactions des députés et des sénateurs. La semaine prochaine, nous suivrons la suite de cette composition du gouvernement Valls 1 avec l'annonce, Jean-Pierre, des ministres délégués. Et puis autre temps fort, la semaine prochaine, le 8 avril, le discours de politique générale de Manuel Valls. Tout ça, ça sera bien sûr à suivre en direct sur les chaînes parlementaires. Et les chaînes parlementaires, bien entendu. Merci à tous, à bientôt.